Le régime Bongo-Valentin, c'est comme la mafia. Brice Lacruche-Alianga est l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo. Il y avait un assassinat programmé. Contre vous? Contre moi. En 2019, il est arrêté dans le cadre de l'opération Scorpion. Il est accusé notamment de détournement de fonds publics. Aujourd'hui, je le dis clairement, c'était une mise à mort qu'ils avaient prévue. Qui était derrière cette mise à mort contre vous? Qui vous en voulait? La scène que je viens de vous relater résume à peu près tout. C'est ma perception. Qui dirigeait le Gabon à cette époque-là alors? Ali Bongo a toujours validé toutes les décisions. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne disait jamais non, ni à sa femme, ni à son fils. Moi, je suis enfermé. Je suis mis à l'isolement total, dans une pièce, 6 mètres carrés. J'en sors jamais. Pour la première fois, je vois un avocat au bout de 2 ans. Je fais mes besoins, l'endroit même où je dors. Pas de lecture, j'écris sur les murs pour pas devenir fou. J'ai gagné au change un cancer et j'ai perdu 47 kilos. J'ai fait des erreurs, je les assume et je les ai toujours assumées. Quelles ont été vos erreurs selon vous? Je pense que j'ai cru naïvement pouvoir changer le système d'intérêt, un système vieux de 60 ans. Vous en avez voulu à la famille Bongo? Oui, j'ai eu beaucoup de colère durant ma détention, surtout au début. Quel est votre rapport avec le général Oligui Nguema? Alors vous savez, chez nous, au Gabon, il y a un adage qui dit que quand l'arbre tombe, il tombe avec fracas. Et quand la forêt pousse, elle pousse en silence. Pour moi, pour beaucoup de Gabonais, le général Oligui, il a permis que la forêt repousse. Monsieur Lacruche, bonjour. Bonjour. Dans cette interview, j'aimerais qu'on commence par une date, le 3 décembre 2019. Est-ce que vous vous souvenez de cette date? C'est la date de mon arrestation, mais cette date également, je dirais, est la conséquence d'une autre date. Nous sommes en novembre 2019. Je suis convoqué à la résidence privée de M. Noureddine Bongo-Valentin, le fils du président Ali Bongo. Celui-ci me dit droit dans les yeux, mon grand-père Omar Bongo était président du Gabon. Mon père Ali Bongo, bien que malade, est président du Gabon. Le pays nous appartient. Ce Gabon nous appartient. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu es contre moi? Alors, j'ai refusé au prince de pouvoir de l'accompagner dans ce mouvement-là, tout en sachant que là, le prince va très mal le prendre. Et effectivement, ça va très vite. Quelques jours après, à mon domicile, un régiment, 40 militaires, avec en bandoulière des mitraillettes, s'installent dans ma concession et me disent que vous ne pouvez plus vous déplacer sans notre présence. À partir de là, arrestation, comme vous l'avez dit, le 3 décembre, 2 jours après, le 5 décembre. M. Noureddine Bongo-Valentin est nommé numéro 2 du pays, c'est-à-dire coordinateur général des affaires présidentielles. Je continue, je suis aux arrêts 1 mois après, son propre directeur de cabinet, M. Yann Goulou, emménage dans mon domicile, la première maison que j'ai construite de ma vie, dans ma propre maison, avec femme et enfant. Donc vous voyez, pour moi, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard. Il y avait un assassinat programmé qui était contre moi, qui a été fait. Et aujourd'hui, je le dis clairement, c'était une mise à mort qu'ils avaient prévue à mon endroit. Selon vous, qui était derrière cette mise à mort contre vous? Qui vous en voulait? Je pense que l'histoire que je viens de résumer, de vous conter, enfin, la scène que je viens de vous relater, résume à peu près tout. J'étais dans une situation où, effectivement, le président Ali Bongo était malade. Le président Ali Bongo avait des problèmes de motricité, mais il n'avait aucun problème au niveau de la logique, de la pensée, du raisonnement. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que quand vous avez des problèmes de motricité, vous vous appuyez sur vos proches. Et donc, ils ont forcément un ascendant sur vous. Et c'est cet ascendant qu'ont profité sa famille, quelque part, pour pouvoir s'immiscer dans la gestion du pays. Et dire qu'à cette période-là, c'est Noureddine Bongo qui prenait plus les décisions à la place d'Ali Bongo? Alors, je ne dis pas qu'il prenait plus de décisions. C'est-à-dire que moi, de mon temps, Ali Bongo a toujours validé tout ce qu'effectivement lui ordonnait sa femme et son enfant. C'est ma perception. Qui dirigeait le Gabon à cette époque-là, alors? À cette période-là où Ali Bongo avait des problèmes de motricité? Ali Bongo a toujours validé toutes les décisions de l'ONU. Donc il dirigeait le Gabon de facto. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne disait jamais non, ni à sa femme, ni à son fils. Ça, c'est sûr, c'est un fait établi. Pour revenir à la suite de votre arrestation, on vous accuse de détournement de fonds publics, de complicité, blanchiment, association de malfaiteurs. Quelle est votre première réaction? Alors écoutez, déjà, je suis très surpris. Vous savez, j'ai été condamné, ça c'est assez intéressant. J'ai été condamné il y a 1 an, pour certains des faits dont vous parlez là. J'ai été libéré 2 ans avant, je suis venu plusieurs fois en France me faire soigner, et en tant que Gabonais responsable, je suis allé devant mon pays, me soumettre à la justice de mon pays, sur la base de dossiers qui avaient été montés du temps du régime Bongo. Et j'ai été condamné, je l'ai accepté, je me suis pourvu en cassation, je suis sûr que le bon droit me sera lu. Justement, en parlant de votre jugement, vous dites que ce soit votre arrestation comme votre jugement a été monté de toutes pièces, donc vous niez toutes les accusations qui ont été... Écoutez, de manière très formelle, je ne me reconnais pas dans ces décisions, mais je l'accepte parce que la justice gabonaise est dans un schéma de restauration, elle est prise au nom du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Effectivement, ces dossiers ont été bouclés par l'ancien système en 2022. La Cour criminelle spécialisée décide de les juger en mai 2024. Je vous l'ai dit, je suis en France, je viens spécialement pour ça. J'assume mes procès, je suis condamné. Je pense, le mémoire même, c'est 12 ans. 12 ans de prison, avec des amendes. Eh bien, j'interjette, parce que moi je sais ce qu'il y a dans les dossiers. Qu'est-ce qu'il y a dans les dossiers? Des procès-verbaux fabriqués. Si on fait une petite recherche tout de suite sur Google, vous et moi, il y a au moins une trentaine de témoins qui ont déjà avoué. Mais pour revenir sur mon dossier, écoutez, c'est très simple. Quand je suis enfermé, je suis mis à l'isolement total, dans une pièce, 6 mètres carrés. Je n'en sors jamais. Quand je dis jamais, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de milieu de promenade. Il n'y a pas de visite, ni familiale. Pour la première fois, je vois un avocat au bout de 2 ans. Il n'y a pas de lecture. Le seul livre autorisé au bout d'un an, c'est une Bible. Je fais mes besoins l'endroit même où je dors. Donc, j'ai bien sûr pas de lumière, donc je ne sais pas distinguer le jour de la nuit. Pas de lecture, j'écris sur les murs pour ne pas devenir fou. Et voilà comment je suis amaigri. Mon petit frère, mon frère cadet, Grégory, est incarcéré dans les mêmes conditions. Ma femme est embastillée. Mes parents, des personnes âgées de plus de 75 ans, sont mis en garde à vue. À peu près tous ceux qui sont considérés comme mes proches à l'époque dans cette opération, 300 personnes sont arrêtées. Et j'en sors de là, effectivement, en octobre 2023. J'ai gagné au change un cancer et j'ai perdu 47 kilos. Quand vous avez par exemple le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU, parce que je les ai saisis également, qui disent clairement que ma détention était illégale, elle reposait sur aucun fait juridique, arbitraire, que les actes qui ont été posés dans le cadre de ma procédure empêchaient la tenue de tout procès équitable et commandaient ma libération. Qu'est-ce qu'on en fait les bongos? Ils l'ont jeté à la poubelle. Ce que vous dites, vous êtes incarcéré dans ces conditions inhumaines, ce que dénonce d'ailleurs l'ONU, tous vos proches sont mis aux arrêts. Vous, au fond de cette cellule de 6 mètres carrés, vous dites comment vous vivez ces conditions d'incarcération? Comment vous le vivez? Je vais vous dire, les premiers temps extrêmement difficiles. Pas tant pour moi, parce que quand j'ai dit non, je savais que de toute manière ça allait finir assez difficilement. Mais surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse s'acharner sur ma femme, sur mon petit frère, sur des personnes qui ont plus de 70 ans, 80 ans, sur des collaboratrices. Et donc, quand vous êtes au fond de la cellule, vous vous réfugiez que dans une chose, parce qu'à la fin, il n'y a que ça qui parle. Vous méditez sur votre sort et vous découvrez Dieu. Et je me dis, j'ai fait des erreurs, je les assume et je les ai toujours assumées. Maintenant, si en sortant de là, mon exemple peut faire en sorte que d'autres personnes ne fassent pas les mêmes erreurs, eh bien, j'aurais déjà fait œuvre utile. Quelles ont été vos erreurs, selon vous, que vous avez commises? Les erreurs, c'est que j'aurais dû dire plutôt non. Déjà, fondamentalement, je pense que j'ai cru naïvement pouvoir changer le système d'un système vieux de 60 ans. J'ai cru qu'on pouvait amener de l'inclusivité, qu'on pouvait faire promouvoir des sans-noms, ce que j'essayais de faire, des postes de responsabilité, quelles que soient les ethnies, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest du Gabon. J'ai cru qu'on pouvait ériger la souveraineté nationale en un credo. J'ai fait un certain nombre d'erreurs, j'ai fait un certain nombre de choses plutôt par croyance, mais en fait, une fois dedans, très vite, vous vous rendez compte que c'est comme la mafia, exactement ça. Quand vous êtes dedans, ma famille, oui, le régime Bongo Valentin. Une fois que vous êtes dedans, vous n'avez que 2 solutions pour en sortir. Et il y a beaucoup de témoignages. C'est la mort ou la prison. Et moi, dans mon cas, j'ai payé. Je l'ai payé chèrement. J'ai tout perdu, y compris ma santé. Vous décrivez justement ce système comme une mafia, comme un cartel. Qu'est-ce qui vous a maintenu dans ce système parce que vous étiez au cœur, au sommet de l'État? Alors, il y a aussi beaucoup de fantasmes qui se sont dit sur mon rôle et prétendu rôle. Moi, j'étais directeur de cabinet civil du chef de l'État. Je mettais en œuvre les instructions du président dans le domaine civil. Je n'ai jamais été lié à la justice, ni à l'appareil sécurocrate, apanage des bongos. Je n'ai jamais fait torturer, ni emprisonner un homme. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un action, je n'étais pas ordinateur de crédit, je n'ai jamais été responsable de politique publique, je n'étais pas ministre. Donc oui, j'ai travaillé pour ce système moins de 2 ans. Pendant 2 ans, c'est là où il y a eu ce fameux AVC. Et donc, j'ai pris des décisions, je dirais, sans signer d'édition, qui relèvent du cabinet du président. Moi, je suis un homme qui a été loyal à Ali Bongo. Et ça, je le dis clairement, dans tous les sens. Jusqu'au moment où, à un moment donné, ma loyauté s'est confrontée à quand même l'exigence républicaine qu'à un moment trop, c'est trop. Et ça, c'est là où j'ai dit stop, et je l'ai payé très chèrement. Vous êtes arrêté justement un peu moins d'1 an après l'AVC de Ali Bongo. Vous pensiez que ça aurait été différent s'il était encore présent? Je pense que tout ce que Dieu fait est merveilleux. Je pense qu'effectivement, si Ali Bongo était encore capable sur tous les domaines, tant physiques que neurologiques, je pense même peut-être que je serais toujours directeur de cabinet. Mais je pense également que je serais encore plus dans cette mafia dont je suis sorti. Et donc je pense que Dieu, en me faisant passer par ce chemin de Damas, a permis que j'en sorte et m'a sauvé quelque part.
Quelle est votre relation avec le fils d'Ali Bongo, Noureddine Bongo? La dernière fois que j'ai eu un contact avec un de ces membres-là, c'était son directeur de cabinet, qui est venu à la prison me voir, qui m'a dit, écoute, alors ça on est en juin 2023, 3 mois avant les élections présidentielles. Il vient me voir, il me dit, écoute, je porte tes habits, j'habite ta maison, après les élections on va te mettre entre 25 et 30 ans. Très sympa. Je prie pour que ce régime chute, et à la fin du dernier jour de mon jeûne, il y a eu le putsch. Vous le ressentez comment, ce putsch? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes encore dans la prison, incarcéré. Quand vous avez eu écho de ça, quelle est votre réaction? Ben écoutez, dans la prison, et pourtant on est à l'isolement, mais on entend quand même les bruits de la prison. Il y a une joie qui est telle, on entend les mitraillettes. Bon, moi en tant que détenu arbitraire, je me dis, bon, là ça veut dire qu'ils sont encore en train de tirer sur des Gabonais. La première chose que je fais, je vais vous dire la vérité, c'est que je barricade le peu de seaux, parce qu'en fait, on était alimenté en eau une fois par mois, donc des bidons. Les bidons que j'ai, je les mets devant ma porte, en me disant, quand ils vont venir là, au moins je vais essayer de me mettre, et je me mets dos à la porte pour éviter, parce que je pensais en fait qu'ils allaient en profiter pour dire il y a eu une émeute à la prison, on a liquidé la cruche. C'était ce que je pensais. Et donc après, très rapidement, j'apprends que non, c'est l'inverse, c'est eux qui sont tombés. Et donc effectivement, il y a un sentiment d'espoir, parce que bon, quand vous avez quand même le directeur de cabinet de Noureddine Bongo qui vient vous dire après les élections, tu prends 30 ans, vous n'êtes pas très rassuré, sachant que vous êtes malade, que vous saignez abondamment, vous n'êtes pas très rassuré sur votre durée de vie. Et donc il y a ce putsch, où il dit tout est possible. On me transporte dans les jours qui suivent à l'infirmerie de la prison, première fois que je sors de Dans ma les cellule. jours qui ont suivi le putsch? Oui, à C'est-à-dire, l'infirmerie. quand on vous diagnostique votre cancer du côlon pendant votre incarcération, vous n'êtes pas pris en charge? Jamais. Je vais même vous dire, on m'a diagnostiqué mon cancer du côlon à l'hôpital militaire, instruction des armées, l'hôpital militaire, et il a été communiqué à tout le monde que j'avais une gastro-entérite. Voilà. Et malheureusement, c'est en sortant de prison, quand j'ai fait tous les examens nécessaires, qu'on s'est rendu compte que, en faisant la biopsie, en faisant tout ce que vous connaissez, hein, les marqueurs, etc., que non, c'est un cancer du côlon, manque de bol. Qui vous a consulté en prison? C'est des malades de l'hôpital des armées. Les médecins de l'hôpital des armées, excusez-moi. Vous Donc, pensiez vraiment que vous alliez mourir dans cette prison? écoutez, imaginez-vous dans une pièce, vous n'avez pas de lecture. Imaginez-vous même chez vous. Ne sortez pas de votre chambre pendant toute une journée, essayez, sans télé, sans rien, seul. Essayez de faire cet exercice, juste pour vous imaginer ça. Chaque seconde dure des heures. Et moi, c'est comme ça pendant 4 ans. Je ne sais même pas que c'est Noël, je ne sais pas. Le maton, il vient, il vous ouvre votre cellule à 6 h du matin. Pendant 1 minute, il prend vos déchets et il vous dépose une baguette de pain, une boîte de sardines. Il referme, il revient que le lendemain. Vous pouvez crier, tout peut vous arriver. Rien ne va se passer. Vous en avez voulu à la famille Bongo à ce moment-là? Oui, j'ai eu beaucoup de colère durant ma détention, surtout au début. Surtout au début parce que lors de moments difficiles, surtout après l'AVC de M. Bongo, j'ai pris beaucoup de coups pour ce pouvoir. J'ai assumé quand même beaucoup de choses. Je me rappelle, M. Bongo Valentin avait même peur de remettre pied au Gabon en disant que les Gabonais allaient l'assassiner. Et j'allais moi-même le chercher au tarmac et il venait dans mon domicile. Parce qu'il avait peur. Il me disait, Brice, faut pas me laisser, les Gabonais me tuer. Je disais, reste là, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, et aujourd'hui d'ailleurs, pour tout vous dire, il y a certains qui critiquent. Vous savez, une des plus grosses critiques aujourd'hui qui est faite au président Oligui. Oligui Nguema. Oligui Nguema, l'actuel président. Le bémol que les Gabonais disent au karaté, c'est pourquoi il les a laissés partir. C'est ce qui est dit, c'est ce qu'on lui reproche. Mais je peux vous garantir une chose. Aujourd'hui, si les Bongos se baladent dans Libreville, s'ils vont dans les PK, dans les quartiers populaires, je pense que leur durée de vie est très 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 courte. Et donc quelque part, ils ont été protégés et ils ont eu cette chance de pouvoir aussi aller à l'étranger et se faire soigner. Pourquoi vous avez décidé de parler de votre détention et de ce que vous avez vécu pendant cette période-là? Écoutez, 2 choses. 1, pour que les responsabilités soient établies, pour qu'on puisse quand même faire en sorte que, de vous à moi, que ça n'arrive plus dans le futur. Parce que vivre dans ces conditions, c'est être en enfer, je vous l'ai dit. Et ce n'est pas acceptable qu'en 2025, même au Gabon, nous ayons de telles conditions. Et donc si, je dirais, ma portée médiatique, vu que je suis un peu le porte-étendard de ceux qui ont vécu ce genre de choses, en tout cas le plus visible, je vais dire ça, le plus visible, médiatiquement, peut faire en sorte que les méthodes changent ou évoluent, mais au moins j'aurais fait bonne œuvre. Dites-moi si je me trompe, vous avez demandé qu'on ferme la prison où vous étiez détenu, ou vous souhaitez en tout cas?
Écoutez, là où j'étais détenu, ça s'appelait l'annexe. L'annexe de la prison qui est réservée aux punis. Effectivement, dans le meilleur des mondes, il serait bon qu'on revoie en tout cas on ne dit pas de fermer parce qu'on est déjà en surpopulation carcérale au Gabon. Vous avez une prison centrale Libreville qui a 3500 détenus pour une prison de 300 personnes. Alors si vous fermez un quartier, c'est un problème. Mais par contre, effectivement, l'humaniser, bon, j'ai entendu dire, enfin j'ai vu à la télévision que le ministre de la Justice a dit qu'il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été faits en ce sens, etc. Mais effectivement, il faut que ces quartiers d'isolement total soient totalement supprimés. Je salue d'ailleurs vraiment le procureur général, je l'ai vu passer dans les prisons. J'espère qu'il y allait et j'espère que ce genre de traitement n'a plus lieu. Maintenant, bon, c'est un observateur externe qui vous parle, je ne suis pas allé moi-même. Bon, j'avoue, je n'ai pas forcément envie d'y retourner tout de suite, mais oui, la bonne idée, ce serait qu'un jour ça devienne un musée, parce qu'il n'y a pas que moi là-bas. Vous étiez au courant de ce qui se passait dans ces prisons? Alors vous savez, malheureusement, dans ce système, je vais vous dire une vérité, les gens sont à la recherche de nominations. Et une fois qu'ils ont des nominations, ils ont tendance à, je dirais, cacher un peu sous le tapis la poussière et ne pas remonter. Souvent, moi, je voyais des rapports qui étaient destinés au président Ali, puisque moi, j'étais directeur de cabinet. Dans ces rapports, tout le monde disait là-bas, ça va bien, il n'y a pas de problème dans tel hôpital, il n'y a pas de problème dans telle prison, etc. Donc, effectivement, tout ne remontait pas. Maintenant, dire en même temps que j'ignorais qu'il y avait une surpopulation carcérale, ça serait mentir. Pour revenir sur vos rapports avec la famille Bongo, est-ce qu'il y avait une forme de rancœur envers Noureddine Bongo? Au tout début, encore une fois, oui. Vous savez, la première année est difficile. Je vais vous dire, je ne vous cacherai pas, au tout début de ma détention, je ne sais pas si on le voit, j'ai fait une tentative de suicide, le premier mois. Je ne sais pas, je n'ai pas de tabou là-dessus. Et c'est après, quand vous acceptez que vous n'êtes pas maître de votre sort, que tout est déjà prévu, que Dieu a déjà tout écrit. Donc vous vous concentrez sur votre foi. Vous orientez vos temps par des temps de prière, par des temps de méditation, et après, vous pardonnez. Donc la foi m'a fait surmonter. Aujourd'hui, je n'ai pas de rancœur. Aujourd'hui, ce qui m'embête, je vais vous dire ce qui embête beaucoup de Gabonais, c'est pas tant les plaintes pour torture, ils ont raison, c'est leur droit. S'ils ont été torturés, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, ils doivent porter plainte, ester là où ils peuvent ester. Je pense que certes, oui, vous pouvez porter plainte, mais vous pouvez également, je dirais, rester digne et rester d'abord muré dans le silence. Parce que ça ne fait qu'attiser la fureur de ceux qui ont vraiment subi ces drames-là. Vous portez plainte contre la famille Bongo en France. Qu'est-ce qui vous motive justement dans ce combat? Ma plainte date de janvier 2020. Ma plainte ne respecte pas un calendrier médiatique, opportuniste, ne répond surtout pas aux plaintes qu'ils aient pu faire. Je veux que ça soit clair parce que on a l'impression qu'il y a un jeu de ping-pong de plaintes, mais moi, me concernant, c'est un combat personnel que j'ai commencé depuis janvier 2020. Il y a des actes qui ont été posés lors de cette instruction, c'était il y a 6 ans. Des actes qui ont été posés lors de cette instruction, et il y a d'autres actes qui n'ont pas pu être posés. Alors je ne trahirai pas le secret d'instruction, mais je pense que maintenant, je dirais que l'ensemble des personnes qui étaient identifiées dans ces plaintes-là sont libres de leur mouvement, ils pourront répondre de leurs actes. Maintenant, j'attends, comme beaucoup de Gabonais, de même que eux qui ont également eu la chance de pouvoir sortir pour se faire soigner, c'est la raison qui a été invoquée, puissent revenir effectivement. J'ai vu que récemment, leur avocat, Maître Sûr, a indiqué qu'en tant que patriote, le Gabon leur manquait énormément. Alors je les invite vraiment à venir au Gabon, se faire juger sereinement comme je l'ai été. De toute manière, chacun doit assumer ses actes. C'est ça, être un homme d'État. Aujourd'hui, quel est votre rapport avec le général Oligui Nguema? Moi, je retiens, je dirais, 4 faits marquants, essentiels, factuels. La première, le président Oligui, le général Oligui, quand il accède au pouvoir, dans les 2 mois, il libère la quasi-totalité des détenus politiques, dont ma personne, qui était gravement malade. C'est-à-dire que, selon moi, s'il ne m'avait pas fait ce geste-là, je pense que vous et moi n'aurions pas cette conversation aujourd'hui. Donc vous voyez, à la fin de la journée, moi, j'aime pas qu'on inverse trop les rôles. Il y a celui quand même qui, factuellement, je pense, avait pour projet quand même de me laisser croupir là. Il y a ce clan-là, qui avait ce projet-là. Et il y a le régime d'Oligui Nguema qui a permis ma liberté. Alors vous savez, chez nous, au Gabon, il y a un adage qui dit que quand l'arbre tombe, il tombe avec fracas, et quand la forêt pousse, elle pousse en silence. Pour moi, pour beaucoup de Gabonais, le général Oligui, il a permis que la forêt repousse. Et aujourd'hui, vous êtes membre du conseil stratégique de l'UDB, l'Union des bâtisseurs, du général Oligui Nguema justement. Est-ce qu'on peut parler d'un retour en politique? On va aller doucement. Alors, pour être très sincère avec vous,
Je suis sorti, pendant 2 ans, je me suis remis d'abord en santé, tel que vous me voyez. J'étais pas du tout, je ne sais pas si vous aurez les photos de ma sortie de détention, vous verrez à quoi je ressemblais. Donc je me suis repris, beaucoup de corticoïdes, des gros traitements. Je vais mieux. Et aujourd'hui, à un moment donné, dans l'UDB, qu'est-ce que je constate? 95% des fonctions clés sont occupées par des personnes qui n'ont jamais eu de responsabilité politique. Donc il y a un renouveau. Et moi, je suis pour ce renouveau-là. Je pense qu'il faut laisser la chance, effectivement, à une nouvelle génération d'aller aux affaires. On est là, moi, à mon titre personnel, vous avez vu, mon titre, c'est quoi? C'est conseiller stratégique. Donc je conseille, je guide, je suis là pour travailler sur la stratégie. Et maintenant, il faut laisser ces jeunes. Et c'est ce que le Gabon a besoin. Il faut que ça ne soit pas toujours les mêmes. Il faut que des sans-noms aussi puissent accéder aux responsabilités. C'est ma conviction et c'est le rôle que je joue. Est-ce que c'est un rôle opérationnel? Non. C'est un rôle de conseil, de guide et c'est ce que je veux maintenir pour l'instant dans ma vie. Comment voyez-vous l'avenir personnel et professionnel pour vous? Professionnel, je vais vous dire, je ne sais pas trop. Je m'occupe, en toute sincérité, j'ai commencé une formation en théologie. Pas pour devenir pasteur, je vous rassure, mais parce que pour approfondir ma foi, parce que lire la Bible c'est bien, mais avoir des enseignements parallèles c'est encore mieux, et son impact sur la vie quotidienne. Et donc la foi et la politique pour moi ne sont pas indissociables, au contraire. Je pense que si, moi par exemple, comme tous ceux qui sont en responsabilité, avaient une foi sincère, avaient les commandements de la Bible devant les yeux régulièrement, on aurait évité beaucoup d'errements et on pourrait en éviter beaucoup plus. Et donc mon vœu à moi, effectivement, c'est de pouvoir travailler un peu comme Martin Luther le faisait, sur un évangile social. Et donc c'est ça ma vocation. Je n'ai pas d'autres ambitions à l'heure actuelle et je ne suis candidat à rien. Merci beaucoup, M. Lacruche. Ah, mais on a fait un marathon là.